Bonjour, salut tout le monde, ça va bien mon bazon? Oui? Non? Yes! Vous êtes là, c'est cool. Donc Manon Bril de la chaîne C'est une autre histoire, comme a dit Ben. Si vous connaissez pas, c'est une chaîne qui parle d'histoire autrement. Voilà, c'est très subtil, c'est une autre histoire. Je vous encourage à aller voir évidemment, ça parle principalement de mythologie, mais pas que. Hier, on a sorti un sujet sur la propagande, ouh, teasing. Voilà, donc aujourd'hui, je devais être avec mon cadreur Bart pour faire une conférence en binôme. Et Bart a raté son avion. Donc je vais compenser toute seule, mais j'ai une petite pensée émue pour lui. Le pauvre, il a beaucoup bossé, il n'a pas réussi à choper son avion. Bref. Donc on avait prévu de faire un dialogue où on se répondait. Et l'histoire, c'était de se faire une espèce de petit battle historique, des préjugés sur l'histoire à démonter, des petits mindfuck ou trucs de ouf que vous connaissiez pas sur l'histoire, mais que peut-être en fait vous connaissez. Voilà. Du coup, je vais le faire avec votre aide, toute seule, et je garde mes petites notes vu que j'avais pas appris la partie de Bart, mais bon, comme ça me fera un appui. Donc désolée si j'ai le nez un peu sur les notes. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait avec Bart, on avait prévu de se dire « Hé Bart, est-ce que tu savais que ?» Et lui il me répondait « Bien sûr que je savais » et il expliquait. Et puis après il me disait « Et toi Manon, est-ce que tu savais que ?» Bien sûr que je le savais, etc. Du coup on va le faire avec vous, comme ça va vous permettre de participer et de chauffer un peu l'ambiance peut-être. J'ai une limite assez relative avec ce film, non c'est bon. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire, par exemple, est-ce que vous saviez que les poules n'avaient pas de dents? Et quand je vous montre, je vous lancerai le doigt comme ça quand j'aurai fini ma phrase, vous me ferez « Bien sûr qu'on le savait !» Est-ce qu'on peut faire un test? Donc saviez-vous que les poules n'avaient pas de dents? Waouh, c'est trop beau, ça va être vachement mieux qu'avec Bart en fait. Un petit bisou pour lui. Bref, il verra cette vidéo, après il sera ravi. Donc on va commencer. Alors on va commencer tranquille dans le démontage de préjugés. Donc par exemple, est-ce que vous saviez que les Gaulois ne fabriquaient pas de menhirs? Mais bien sûr que vous le saviez, tout le monde sait ça évidemment. Astérix et Obélix, hein, c'est une BD fort sympathique que j'adore personnellement, mais qui nous a véhiculé quelques préjugés un peu erronés. Et donc, eh bien, les menhirs datent d'il y a environ 4000 à 2000 ans avant les Gaulois. Hein, c'est un truc préhistorique, bon ça vous le saviez, c'est vraiment très très connu. D'ailleurs, les Gaulois, ça n'a pas de sens en soi, hein, c'est pas un peuple... c'est pas un peuple unique, en fait ce sont les Romains qui ont donné ce nom-là aux Gaulois, comme si comme ça ils avaient écrasé un immense peuple, alors qu'en fait ce sont plein de petites peuplades, comme par exemple Vercingétorix était un Arverne, etc. Donc tout ça vous le saviez bien sûr parce que vous aviez aussi regardé l'excellent épisode de Confession d'Histoire d'Hugo Bimard que vous écouterez un peu plus tard, yes. Donc voilà, bon, il y a plein de préjugés sur les Gaulois là-dessus. Notamment, vous savez peut-être aussi que le casque ailé, c'est aussi un cliché. On pense que ça viendrait notamment de la confusion au 19e siècle. Parce que les premiers casques celtiques qu'on a découverts et qu'on a reconstitués à cette époque, on avait pris les cache-joues pour des ailes, voilà. Donc ça fait partie des clichés sur les Gaulois. Et donc, deuxième fun fact, alors c'est vraiment du fun fact, hein, c'est des petites anecdotes à replacer en soirée pour être pour briller ou pour être la personne chiante qui cale des anecdotes en soirée, hein, vous voyez ce que je veux dire. N'hésitez pas à les retenir. Est-ce que vous saviez que le tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple, ne représente pas du tout la Révolution française? Vous êtes bon, vous êtes bon. Bien sûr qu'on le savait, Manon, évidemment. C'est pas du tout la Révolution française, la grande Révolution française de 1789. C'est une autre révolution française, parce qu'il y en a eu plusieurs en France. C'est ce qu'on appelle la Révolution de Juillet, qui a eu lieu en 1830, donc quelques années après la fameuse. Et on l'appelle aussi les Trois Glorieuses, non pas les 30 Glorieuses, hein, les Trois Glorieuses parce que ça s'est passé 3 jours en juillet. Donc les 27, 28 et 29 juillet 1830, il commence à pleuvoir. J'espère que vous allez rester avec moi. Et donc c'est une révolution. Alors on aurait pu presque fêter l'anniversaire, hein, vu que c'est la semaine prochaine. Ça pourrait être une thématique, une année à Montbazon, fêter des événements comme ça, pourquoi pas. Et donc c'est une révolution qui renverse une monarchie pour en mettre une autre à la place. C'est Charles X qui est détrôné et on met à la place sur le trône Louis-Philippe. Et donc on commence ce qu'on appelle la monarchie de juillet, qui a duré un peu plus que juste un mois de juillet. Et puis Louis-Philippe, à son tour, sera aussi renversé
par une autre révolution en 1848 pour mettre cette fois en France une république, la deuxième en France, voilà, qui durera pas très longtemps d'ailleurs parce que Napoléon III, bref. Et donc à propos de république, est-ce que vous saviez qu'il n'existait pas de représentation officielle de Marianne ? Je sens que vous vous lassez un peu là, mais sûr qu'on le savait. Non, vous êtes avec moi, c'est cool. Et oui, en effet, bien sûr, vous le saviez, il n'y a pas de symbole, il n'y a qu'un seul symbole visuel officiel dans la Constitution française, c'est le drapeau tricolore. Et donc, les autres symboles qu'on utilise couramment, le coq, Marianne, le faisceau de Victor, etc., ce sont des pratiques qui sont bien ancrées dans les usages, aussi bien par l'ensemble de la nation que par les officiels. Mais il n'y a pas de texte qui impose une forme de Marianne précise. Et c'est pour ça notamment qu'on a des Marianne stars. Vous connaissez probablement le buste de Marianne Brigitte Bardot. C'est le premier qui a été fait en 1968 par un sculpteur qui s'appelle Aslan. Voilà, et qui a eu beaucoup de succès, qui est toujours actuellement un des bustes de Marianne le plus commercialisé, parce que ça donne une certaine vision de la République. Voilà. N'hésitez pas à le googler si vous ne l'avez pas vu, c'est frappant, c'est plongeant même, c'est un décolleté assez plongeant. Voilà, donc en fait ça veut dire que n'importe qui d'entre nous, vous et moi, peut faire une Marianne à son effigie et la commercialiser. S'il y a des mères qui l'achètent, eh bien ça pourra se retrouver derrière vous à votre mariage, ça peut être sympa. Voilà. Donc il n'y a pas de règle là-dessus. Et toujours à propos de politique et de femmes, est-ce que vous saviez que le droit de vote des femmes en France avait été accordé super tard ? Mais oui, on le savait, bon ça c'est assez connu, vous avez probablement appris la date à l'école primaire, donc 1944, droit de vote des femmes en France. Ce qu'on sait moins, c'est que c'est vraiment très tard déjà, parce que ça nous paraît très tard déjà de base, c'était il y a vraiment pas longtemps, et ensuite c'est tard parce que ça intervient après beaucoup d'autres pays, donc on se rend pas trop compte. Alors là je vais vous sortir une petite liste qui n'est pas tout à fait exhaustive, mais pour vous donner une idée. Donc on commence en 1893 avec la Nouvelle-Zélande, donc quand même très longtemps avant. On a eu avant nous, en termes de droit de vote des femmes dans le monde, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Finlande, la Norvège, le Danemark, la Russie, l'Arménie, la Hongrie, le Canada, le Royaume-Uni, la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Roumanie, merci. La Géorgie, l'Azerbaïdjan, l'Autriche, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique, la Suède, l'Albanie, l'Irlande, la Turquie, la Mongolie, l'Inde, le Liban, l'Uruguay, l'Équateur, l'Afrique du Sud, la Grèce, le Portugal, le Sri Lanka, l'Espagne, la Thaïlande, les Maldives, l'Uruguay, le Brésil, Cuba, la Birmanie, les Philippines, la Bolivie, l'Ouzbékistan, le Salvador, le Québec, le Panama, la République dominicaine et la Bulgarie. Voilà. Donc, alors, il faut voir un peu dans les détails. C'est pas uniquement. Merci beaucoup, François. J'avais pas vu que c'était toi. Il faut voir un peu dans les détails. Il y a des endroits où c'était accordé partiellement. Par exemple, en Afrique du Sud, ça a été donné d'abord aux femmes blanches, ou des endroits où ça a été supprimé quand le régime du pays est devenu à nouveau autoritaire, etc. Mais globalement, on n'était pas les derniers, certes, mais on n'était vraiment pas les premiers. Je vais essayer de faire vite si vous voulez qu'on s'abrite un petit peu après. Donc, toujours en politique, est-ce que vous saviez qu'il y avait un président des États-Unis qui n'avait été en poste, en fonction, que pile poil un mois? Mais bien sûr qu'on le savait. Bien sûr qu'on le savait. Et oui, pile poil un mois, bien sûr que vous le saviez. C'est assez connu comme anecdote aux États-Unis. C'est donc William Henry Harrison qui accède à la présidence le 4 mars 1841 et il est décédé le 4 avril, donc pile un mois, d'un rhume. C'est pas très swagué. C'est ballot. C'est ballot comme on dit. Et la légende raconte donc en fait qu'il aurait chopé froid à son investiture en y allant sans manteau à cheval par un temps froid et humide. Voilà. Peut-être que je vais mourir dans un mois. Mais non. Et il aurait prononcé le discours d'investiture le plus long de l'histoire des États-Unis, apparemment. Et donc, la légende raconte que c'est là qu'il s'est enrhumé et qu'ensuite il a crevé, donc il est connu pour être un président un peu loser. Cool, merci les gars. Et alors en fait, c'est assez faux. En fait, a priori, il est tombé malade après son investiture, puisque c'était plutôt genre 3 semaines après. Et bon, du coup, c'est un rhume un peu vénère qui a mal tourné, mais bon, faut dire qu'à l'époque, la médecine, c'est un peu aléatoire, n'est-ce pas, François, il est parti. Du coup, on soignait, par exemple, les gens à l'opium et avec des sangsues. Il avait été soigné comme ça, apparemment, donc forcément, ça a mal tourné. Donc, c'est un rhume qu'il a en tout cas terrassé. Et voilà, donc c'était l'histoire brève, coucou Dave, du 9e président des USA.
Et d'ailleurs, on peut dire que l'histoire des États-Unis est très courte elle-même, tout court, puisque en fait, l'indépendance des États-Unis, c'est 1776. Ça veut dire que ça fait 241 ans. Et en gros, si vous avez 24 ans, bah, vous avez vécu 10% de l'histoire des États-Unis. Voilà, c'est assez fou, le saviez-tu? À propos des États-Unis et des belles actions qu'ils ont faites, est-ce que vous saviez qu'il y avait un homme qui avait survécu aux 2 bombes atomiques? Bien sûr que vous le saviez, c'est assez connu, mais c'est plutôt assez ouf comme histoire. Donc c'est Tsutomu Yamaguchi, je m'excuse pour la prononciation, et en tout cas c'est pour l'instant le seul survivant aux 2 bombes qu'on connaît ou qui a été reconnu officiellement par le Japon. Je sais pas si on a eu plusieurs, hein, honnêtement statistiquement ça paraît assez ouf. Et donc en effet il était pour son travail à Hiroshima le fameux 6 août 1945 quand la bombe éclate. Et donc, alors il se trouvait à environ 3 km de l'épicentre, donc on estime, d'après le musée d'Hiroshima, il y aurait eu environ 140 000 morts. Donc lui est seulement gravement brûlé, aveuglé et assourdi temporairement, ça va, c'est bon, c'est rien. Et du coup, il passe la nuit dans un abri de fortune et puis le lendemain, il rentre chez lui à Nagasaki. Le gars, voilà. Du coup, pas de bol. Et donc le gars, il retourne travailler, hein, malgré ses blessures, hein, les Japonais, voilà, le travail, tout ça. Et donc, 3 jours après la première bombe, le 9 août 1945, la deuxième explose à Nagasaki, avec cette fois apparemment autour de 70 000 morts. Et Tsutomu Yamaguchi a encore survécu. D'ailleurs, il n'est décédé qu'en 2010, à l'âge de 93 ans. Donc c'est assez ouf, survivre à 2 attaques nucléaires, c'est plutôt incroyable. Donc on peut se demander si c'est l'homme le plus chanceux de l'histoire ou le plus malchanceux. Hein. Finalement c'est assez relou d'avoir vécu 2 bombes atomiques. Et puis évidemment il a souffert toute sa vie des conséquences de ces bombes, aussi bien physiquement que psychologiquement. Et sa famille a été décimée par les cancers généralisés. Voilà, coïncidence, je ne sais pas. Et donc quand son deuxième fils est mort en 2005, il est sorti de son silence parce que jusque-là, il n'en avait pas spécialement parlé apparemment. Et il a commencé à militer contre les essais nucléaires. Il a écrit un livre racontant son histoire. Et donc, puisque la bombe a été larguée par un avion, saviez-vous que... Attends, ces transitions sont absolument artificielles, mais c'était un mémo technique à la base, mais bon bref. Saviez-vous que il y a potentiellement des personnes qui ont vécu le premier vol en avion et le premier pas sur la Lune? Mais oui, bien sûr que vous le saviez. Évidemment, alors en fait, donc il y a eu des petites expériences avant ce fameux premier vol un peu similaire, notamment par le Toulousain Clément Ader, Cocorico. Et le premier vol d'un avion contrôlé et motorisé a eu lieu en Caroline du Nord en 1903, notamment grâce au frère Wright. Ah ouais, super, génial. Alors ce que vous savez pas, c'est qu'après je vais vachement bouger, mais c'est pas grave. Ouais, tant pis pour moi, merci. Vous êtes deg, hein. Moi je suis à l'abri. Et du coup, donc je disais, ouais, les frères Wright qui ont fait décoller ce premier avion qui s'appelait le Kitty Hawk, qui apparemment d'ailleurs a parcouru une très petite distance. Et le premier pas sur la Lune, c'est l'été 1969. Ça veut dire qu'une personne qui serait née en 1890, elle aurait pu connaître à ses 13 ans le premier vol d'avion motorisé. Et à ses 79 ans, donc c'est 69 l'expédition de l'Apollo 11 pour le premier pas sur la Lune, elle aurait pu connaître aussi le premier pas sur la Lune, ainsi que les 2 guerres mondiales, hein, c'est cadeau, voilà. Mais bon, après c'est un peu relatif parce que en France, l'espérance de vie en 1890 était plutôt autour de 45 ans. Donc il y a moyen qu'il n'y ait pas tant de gens que ça qui l'aient connu, mais quand même certains, puisque c'est une moyenne, donc il y a des gens qui ont vécu plus que ça. Voilà. Toujours à propos d'écart dans le temps, est-ce que vous saviez que la naissance de Cléopâtre était plus proche de l'invention de l'iPhone 7 que de la création des grandes pyramides d'Égypte? C'est cool. Ah non, merde, ça marche pas tous les coups. Et oui, vous le saviez. Et oui, parce que donc Cléopâtre, c'est quand on parle de Cléopâtre, c'est Cléopâtre 7. Il y en a eu plusieurs, c'est elle la très connue. Et donc elle est née autour de 69 avant notre ère, donc il y a environ, il y a 2086 ans, alors que les pyramides d'Égypte, qui sont, on estime principalement les tombeaux des rois et des reines d'Égypte, c'est logique que du coup dans nos préjugés on associe Cléopâtre à ça, dateraient pour les premières à partir de 2700-2500 avant notre ère, pour les architectures les plus anciennes et assez diverses. Et donc la plus célèbre, bien sûr, c'est la pyramide de Gizeh,
qui est, vous le savez peut-être aussi, la dernière des 7 merveilles du monde qui existent encore. Pour l'instant. Et donc c'est celle qu'on désigne comme le tombeau du pharaon Khéops, même si ça fait débat. Et donc elle aurait été construite autour de 2600-2500 avant notre ère. Donc en gros, quand Cléopâtre est née, ça faisait déjà plus de 2500 ans que cette pyramide existait, alors que nous, on est séparés d'elle de plutôt autour de 2100 ans. Voilà, donc il y a presque moins d'écart il y a un peu moins d'écart entre nous et elle qu'entre elle et les pyramides, donc elle devait regarder ça d'une façon assez lointaine, tout comme nous, on va regarder on va regarder Cléopâtre d'une manière assez lointaine, n'est-ce pas? Dans le style encore, écart dans le temps assez fou, et encore plus préjugé, est-ce que vous saviez qu'il y avait autant d'écart entre le Diplodocus et le T-Rex qu'entre nous et le T-Rex? Mais oui, bien sûr que vous le saviez, parce que le Diplodocus a vécu au Jurassique supérieur, donc il y a autour de 156 à 137 millions d'années, alors que le T-Rex a vécu à la fin du Crétacé, donc entre 72 et 66 millions d'années. Donc il y a à peu près le même écart entre le T-Rex et nous que entre le Diplodocus et le T-Rex. Hein, soit dit en passant, ça fait marrer Jurassic Park, hein, vu qu'il n'y a pas du tout de T-Rex au Jurassique. Et donc, en gros, voilà, si on arrondit un peu, ça fait à peu près le même écart. Hein, on n'est pas un poil de cul près, là, clairement. Et d'ailleurs, du coup, Petit Pied vous a menti, hein, puisque ils ne sont pas du tout, oui désolé, ils ne sont pas du tout contemporains. Et Petit Pied, c'est d'ailleurs pas un Diplodocus, c'est un apatosaure, mais qui a aussi vécu au Jurassique, donc pas en même temps que le T-Rex. Voilà, comment ça, les dessins animés ne racontent pas la vérité, c'est fou, incroyable. Quand on pense à tout ça, c'est vrai qu'on a du mal à concevoir ces choses-là parce que ces écarts dans le temps qui sont assez particuliers, parce que tout simplement, par rapport à une vie humaine, c'est pas très intelligible pour notre cerveau, c'est vraiment beaucoup trop long, beaucoup trop éloigné dans le temps. On pourrait appeler ça un peu le vertige de l'histoire en fait. Plus on prend du recul pour essayer de saisir cette distance dans le temps, plus ça fout le tournis parce que c'est incroyablement long. Et donc, je voulais essayer de le matérialiser avec vous, donc c'est là où je vais me déplacer. Et donc, admettons, alors on pense que, je vais quand même rester à l'abri de le temps de parler, on pense que l'apparition de l'Homo sapiens, donc l'homme sous la forme telle qu'on est aujourd'hui, hein, donc je copie pas les gars, hein, c'est eux qui m'ont copié. Je vais faire une frise, mais bref, pour essayer de vous éclaircir ça, mais il n'y aura pas de PQ, donc je pense que ça sera mieux. Et donc on pense que l'Homo sapiens, il est apparu entre il y a 200 et 300 000 ans à peu près. Donc si à la louche, on décide de dire que 1 mètre c'est 100 000 ans, donc je vais partir d'ici, on va se faire une marque là. Normalement il y a Bart qui devait incarner le début de la frise, mais Sniffy n'est pas là. Donc je sais pas si vous voyez cette trace, je sais pas si c'est visible, on dit que oui. Ouais voilà, entre les poteaux, exactement. Donc si on veut représenter notre frise, hop, si je fais 3 pas en admettant que mes pas fassent 1 mètre, c'est plus que pas certain. On a une frise ici qui représenterait, hein, imaginons, l'apparition de l'Homo sapiens, la durée de vie jusqu'à aujourd'hui de l'Homo sapiens. L'histoire, donc ça c'est de la préhistoire, l'histoire, on estime que ça commence, enfin on l'a fait commencer à l'apparition de l'écriture, donc l'écriture c'était il y a environ 5500 ans, donc toujours avec notre échelle, pour représenter l'histoire, il nous faut 5,5 cm, ce qui est à peu près la taille de mon pouce, ça tombe bien, vous saurez aussi la taille de mon pouce, voilà, ça sert à rien. Mais... Donc imaginez, depuis là-bas, hein, sur notre trait, ah voilà, ça c'est fait. Je pense que ce portable a vocation à tomber de ma poche en permanence. Et donc, voilà, de là à là, avec ça, je sais pas si c'est assez visuel de loin comme ça, mais bref, en gros, vous voyez que l'histoire telle qu'on entend, c'est tout petit par rapport à déjà l'existence de juste l'Homo sapiens sous la forme qu'il a aujourd'hui. Donc 2000 ans d'histoire, hein, ça fait un peu rigoler. Voilà. Et donc, je récupère ça pour pas me planter de chiffres. Si on veut remonter un peu plus dans le temps, on pourrait remonter jusqu'au début du genre Homo. Hein. Donc comme vous avez vu tout à l'heure, il y a plusieurs types d'Homo. Ah, c'est terminé. Ok, je vais gueuler, vous m'entendez? J'ai plus de son. Ah si, c'est bon. Ok, nickel. Je vais gueuler. Donc le genre Homo, hein, comme par exemple on parlait tout à l'heure de l'Homo erectus, etc. Il commence il y a environ, si je dis pas de bêtises, vous me corrigerez les biologistes et passés sauvages, enfin bref, 2,8 millions d'années. Donc là, avec notre échelle, et c'est là où ça va être la galère avec le fil, alors si je repars du début ici, il faut qu'on parcourt, je vais faire comme ça, hop, il faut qu'on parcourt 28 mètres. Donc je vais faire 28 pas à partir de notre poteau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, ça va être chiant, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Voilà, donc ça, toute cette frise-là, c'est la durée, c'est depuis le début de l'apparition du genre Homo. Je vais récupérer, je vous fais une petite marque pour que vous puissiez voir, voilà. Donc imaginez un peu par rapport à la durée de l'histoire, n'est-ce pas? Hop là. Désolée pour les suivants, il y a du sable sur le micro. Donc, si je reviens au présent, hein, n'est-ce pas? Donc ça, c'est toute la durée, vous avez vu un peu le trajet que ça fait par rapport à notre pouce, du genre Homo. D'ailleurs, soit dit en passant, hein, ça veut dire que ça fait 2,8 millions d'années, toute cette distance, qu'on a des ancêtres qui se reproduisent, qui se reproduisent, qui se reproduisent. Et du coup, si aujourd'hui vous n'avez pas d'enfants, et que vous n'en avez jamais, eh bien vous êtes le premier depuis 2,8 millions d'années à rompre une belle chaîne. Hein. Ça met un peu la pression. Voilà. J'ai 30 ans, je n'ai pas d'enfants. Et donc, je continue ma frise. Alors, donc on était là-bas. Si on veut remonter plus loin, mettons à l'apparition des dinosaures, c'était il y a 230 millions d'années. Donc là, avec mon échelle, je ne peux pas continuer. En fait, il faudrait faire 2,3 km depuis ici. Donc pour se représenter cette frise avec cette échelle. Donc 2,3 km, on pourrait descendre en bas dans le village, etc. Donc pour les dinosaures, l'apparition de la vie, c'était il y a environ 3,8 milliards d'années. Donc là, il faudrait qu'on fasse 38 bornes en voiture pour continuer notre frise. Hein, je vous rappelle le petit pouce de l'histoire à côté. 38 bornes. L'apparition de la Terre, c'était il y a environ 4,5 milliards d'années, donc il faudrait qu'on fasse 45 bornes. Et l'apparition de l'univers, on estime ça à environ 13,7 milliards d'années. Donc là, il faudrait faire 137 bornes depuis ici pour continuer notre frise. Hein, donc rouler pendant 1 heure et demie en déroulant notre frise, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et en fait, avec ça, on pourrait aller jusqu'à à peu près Orléans. J'ai regardé sur une carte, est-ce qu'il y a des gens de Orléans ici ? Yes! Quand vous allez rentrer demain en voiture, vous penserez au trajet, vous êtes en train de remonter le temps et de parcourir tout l'univers. Donc voilà, donc vous imaginez un peu la distance pour représenter ça, enfin c'est effectivement pas très concevable pour nous. Et ça donc, ça, c'est dur, là, j'ai trop de trucs à faire. Ça, c'est juste l'histoire. Donc voilà, ça, par rapport à la distance jusqu'à Orléans, c'est un peu chaud. Donc lâchez un pouce pour l'histoire si vous avez aimé. Merci. Bisous.